Donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve en ce début de rentrée scolaire là. Nous sommes déjà le 18 septembre, mon Dieu que ça passe vite. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver et puis de voir vraiment que des personnes viennent de beaucoup de différents lieux, non seulement au Québec, mais aussi de par le monde. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui nous fait un immense plaisir à tous là et de pouvoir en plus échanger sur des très belles pratiques qui sont mises en place dans le milieu. Les journaux nous ramènent beaucoup de dysfonctionnements, mais il n'y a pas que des dysfonctionnements dans le système de santé. Il y a aussi de très belles choses qui sont faites et c'est une belle occasion, grâce à ces webinaires, de pouvoir les partager avec vous. Donc, c'est déjà notre 8e webinaire sur notre série Partenariat patient et Covid-19. Je m'appelle donc Marie-Pascale Pommet, je suis médecin de santé publique initialement, professeure à l'école de santé publique. Je suis chercheur au centre de recherche du CHUM et j'ai la chance d'animer une communauté de pratique sur l'expérience et le partenariat avec les usagers et leurs proches. Et c'est dans le cadre donc des activités de cette communauté de pratique que nous sommes réunis aujourd'hui et que je fais aussi en collaboration avec le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public que je co-dirige. Donc cette série est née évidemment dans le contexte de la Covid-19 où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui commençaient à se mettre en place, mais pas beaucoup de lieux pour pouvoir les partager. Et donc on a décidé de commencer à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à des interventions et des initiatives prometteuses et inspirantes. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand bonheur pour moi là d'accueillir non moins Danielle Fleury, qui est quand même ma présidente directrice générale adjointe au CHUM. C'est une personne que j'admire énormément, que je connais maintenant depuis de nombreuses années, qui a une feuille de route vraiment très impressionnante, mais ce qui est une chose qui est vraiment au-dessus de tout, là, ce sont ses qualités humaines. Elle a toujours à cœur en tant que gestionnaire de vraiment mettre toutes ses décisions avec toujours cette dimension-là comme étant la prépondérante et vraiment c'est un immense plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui puis que vous puissiez partager avec nous votre très belle expérience et de toute façon vous allez le voir avec son l'initiative qu'elle a mise en place à quel point elle a une dimension humaine exceptionnelle. J'ai aussi donc le plaisir de pouvoir accueillir Lucie Gagnon, que je connais un petit peu moins bien, mais par contre j'ai appris qu'elles étaient toutes les deux de très grandes amies depuis de nombreuses années et des grandes complices, donc je suis sûre qu'elles partagent les mêmes valeurs dans sa manière de travailler et on voulait absolument avoir un peu autour de la table à la fois un CHU et puis aussi un CHSLD parce que c'est vraiment intéressant de regarder comment on est capable de pouvoir prendre soin des familles dans un contexte évidemment très particulier comme celui d'une pandémie. Donc je voudrais vraiment vous remercier de toutes les personnes présentes aujourd'hui, de la communauté de pratique, mais aussi du Centre d'excellence pour votre présence parmi nous. L'idée, c'est que vous nous fassiez une présentation chacune de 30 minutes. Ensuite, il y aura une période de questions. Donc, je voudrais remercier aussi Cécile Vialaron qui va s'occuper donc de réguler les questions. Je voudrais aussi remercier Cathy Bazinet qui fait la captation de ce webinaire et qui va donc nous permettre de pouvoir faire en sorte que vous puissiez voir le webinaire en différé ou aussi proposer à des personnes de pouvoir le regarder à distance. Je vais dire un mot là-dessus quand on finira le webinaire, mais pour ceux éventuellement qui nous quitteront avant, je voudrais vous dire que cette captation est en fait donc en temps réel. En début de semaine prochaine, on vous enverra un lien pour que vous puissiez bien sûr revoir éventuellement l'événement ou sinon le partager avec d'autres personnes qui seraient intéressées à le regarder et qui n'ont pas pu être présents avec nous. Voilà, donc je pense que sans plus tarder, je vais proposer à Madame Fleury de prendre la parole. Et donc, vous pouvez partager votre écran et nous sommes ravis de pouvoir vous écouter. Alors, merci beaucoup Marie-Pascale. Bonjour tout le monde. En fait, c'est ça, je vais partager un peu ce qu'on a essayé de faire au CHUM. Et j'ai quand même... un but aussi, c'est beaucoup de vous écouter et de voir ce qui s'est fait et d'essayer d'améliorer ce qu'on a regardé. Alors là, je m'en vais. Vous avez mon écran.
Je m'excuse, je vais juste vous enlever parce que là, je ne vois plus rien. C'est bon, c'est bon. Ça va pas très long parce que j'ai comme toutes sortes de petits pop-up qui viennent de m'arriver, mais bon, alors, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Oubliez ça, oubliez ça. Voyons. Ça allait très bien, mon affaire, hein? Tout était sous contrôle, puis là, ça va pas bien. Bon. Alors, au CHUM, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment tout en lien là, avec ce que tout le monde a vécu, les problèmes qui étaient présents. Les constats, ben, l'annulation de toutes les visites pour éviter les éclosions, ça a créé beaucoup d'inquiétudes. Mais je mets souffrance parce que c'était au-delà de ça. Là, pour les patients, les proches, c'était extrêmement difficile. Et on a tous vécu des patients qui sont décédés sans la présence de leurs proches. Il y avait une augmentation significative du sentiment de solitude. Faut que je vous dise que au CHUM, on a un grand avantage. On a des chambres privées, que des chambres individuelles pour les patients. Là, on vivait le contre-coup parce qu'ils sentaient plus isolés et il y avait plus de ce sentiment-là. On avait beaucoup les familles qui avaient peur pour le bien-être de leurs proches. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que les équipes soignantes étaient en perte de sens. Tu soignes, tu veux aider, et d'avoir des gens qui ne pouvaient pas avoir de visite, d'entendre la souffrance et des familles et des équipes, et d'aller jusqu'à des décès sans qu'ils puissent avoir la présence des proches, on sentait aussi une détresse chez le personnel. Alors, et nous, on a commencé en janvier à travailler, mais bon, comme tout le monde, c'est au mois de mars qu'on a senti tous les grandes difficultés. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Je dois vous dire que c'est l'équipe l'initiative de l'équipe des soins intensifs qui a travaillé, intensiviste, conseiller en soins spécialisés, pour permettre à un membre de la famille de visiter le patient atteint de COVID en fin de vie. Alors, ils ont travaillé pour essayer de nous présenter une façon de faire qui était la mieux. Alors, ils sont venus, ils nous l'ont présenté en cellule de crise. On avait une cellule de crise qui se réunissait à tous les jours pour nous dire, voici ce qu'on est capable de faire. Pour le faire, il faut absolument qu'on aille chercher la personne à l'accueil, à l'entrée de l'hôpital, qu'on l'amène aux soins intensifs, qu'on organise avec elle, qu'on s'assure que tout est prêt pour la visite. Elle fait la visite et après, on la raccompagne à la sortie. Il y a d'autres aspects beaucoup plus humains, mais là, je vais vous les raconter tout à l'heure. Alors, comme comité, comme cellule de crise, on a accepté, on a trouvé que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse. On a dit oui le matin et la première demande et la première visite a eu lieu l'après-midi même parce que il y avait une dame qui était hospitalisée et dont l'état s'est dégradé très rapidement et qui était à la fin de vie et c'est sa fille qui est venue dans un contexte. Et dans leur projet, c'était que 3 semaines après la visite, on faisait un suivi auprès de ces familles-là pour savoir, bon, au niveau du deuil, mais au niveau, est-ce qu'ils s'étaient contaminés, est-ce qu'ils ont eu des effets, des manifestations. Alors, ils ont assuré ce suivi-là et de pouvoir le faire. Ça, c'est dans le contexte de soins intensifs où pour plusieurs situations, le ratio infirmière-patient, c'est une infirmière pour un patient ou une infirmière pour 2 patients. Donc, il y avait un accompagnement très étroit par les intensivistes, par les infirmières pour pouvoir le faire. Ça, ils nous ont ciblé cette partie-là.
Et là, j'essaie de mettre la date où ça s'est produit, là, mais je crois que ça a commencé la première fois dans les premiers jours d'avril. Et après ça, ben, il y en a eu. Mais là, on a fait d'autres choses. Les gens de l'unité de soins palliatifs sont venus nous voir pour nous dire, oui, mais on a des soins palliatifs, on a une unité de soins palliatifs, on ne peut pas ne pas tenir compte de la famille. Alors, là aussi, ils nous ont proposé un protocole pour que dans les 2 ou 3 membres de la famille, pas nécessairement présents en même temps, mais qui puissent le faire, venir dans les derniers jours, dans les derniers, là où on pense qu'il reste à peu près 48-72 heures, mais ça, faut être grand clair, c'est pas toujours aussi facile, mais ils l'ont fait de cette façon-là. Eux aussi sont venus à la cellule de crise, ça a été entériné, puis on a dit oui. Et eux, c'est arrivé peut-être 5 jours après les soins intensifs. Après ça, ben, on a eu, grâce à la Fondation des donateurs, on a eu 50 tablettes et 190 téléphones qui ont été distribués dans les unités pour permettre aux patients de rester en lien avec les familles, les proches. On les a aussi utilisés pour les soignants, pour les chambres de patients qui étaient atteints de COVID pour éviter de toujours entrer. Alors, ça se faisait de cette façon-là. Mais on l'a aussi utilisé parce que je souris parce qu'on a eu une dame qui refusait de faire sa physiothérapie, elle voulait pas faire les exercices. On a communiqué avec la famille et son fils nous a dit, écoutez, nous, on sait comment la stimuler. Alors, pour les séances de physiothérapie par la suite, ben, on se connectait avec un de ses enfants et avec la tablette, c'était l'enfant qui... le jeune, mais ou l'adulte, qui stimulait le parent, qui regardait avec, qui l'encourageait. Alors, on essayait d'utiliser tous les moyens qui étaient à notre portée. Mais à ce moment-là, j'étais quand même, et je dis j'ai, mais comme comité de direction, on était quand même encore très insatisfait parce que on avait, oui pour les soins intensifs, oui pour les soins palliatifs, mais tous les autres patients à l'intérieur de l'hôpital, et qu'ils soient atteints de la COVID ou non, parce que les visites étaient annulées pour tout le monde, ben on sentait que là aussi, on avait encore quelque chose à faire, à aller plus loin. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, c'est là où on a eu l'idée de développer, à partir du projet des soins intensifs, un programme d'accompagnement sécurisé, puis qui va respecter toutes les règles émises par le service de prévention et contrôle des infections, mais pour structurer les visites humanitaires d'un proche ou dans un contexte de fin de vie. Là, on s'est dit, l'hôpital, le CHUM, c'est 772 lits. À ce moment-là, on n'avait pas 772 lits, vous vous rappelez, on avait beaucoup diminué les activités, mais on avait envoyé du personnel ailleurs, alors on avait ça. Et en même temps, on a ouvert un site non traditionnel. Alors, ça voulait dire pour les patients qui venaient de CHSLD, qui avaient eu la COVID, qui avaient été hospitalisés, qui pouvaient quitter parce qu'ils ne nécessitaient pas les soins d'un hôpital, mais qui ne pouvaient pas retourner dans leur CHSLD ou dans leur résidence privée. Alors, on a créé l'Hôtel Dieu. C'est un hôpital qui est encore avec le CHUM. Et on a ouvert des unités pour cette clientèle-là. Alors, on avait qui avaient encore la COVID, d'autres qui ne l'avaient pas. Vous comprenez qu'ils étaient dans 2 pavillons différents. Mais on avait envoyé, nous, du personnel là-bas pour s'occuper de ces patients-là. Donc, quand je vous parle du CHUM, c'est Hôtel Dieu et le CHUM, là, physiquement, qui est au centre-ville. Donc, on s'est dit, il faut qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Mais quand j'ai regardé ça, on avait quand même des limites importantes. On manquait de personnel pour encadrer de façon sécuritaire là, les personnes qui viendraient lors d'une visite. On n'avait pas ce qu'il fallait nécessairement au niveau des ressources. On avait un enjeu des équipements de protection individualisés. Là, c'était de dire, si je le donne à des familles, je vais l'enlever à des patients, à du personnel.
Donc, il y avait cet enjeu-là dont on devait tenir compte. Je ne l'ai pas écrit, mais il y avait tout ce qui touchait les normes de la PCI et on nous donne les bonnes pratiques. Et là, je les poussais un petit peu plus loin. Alors, il y avait un risque de contamination dans la chambre ou lors du déshabillage par les visiteurs. Ça devait être un enjeu dont on devait tenir compte. Il y avait toujours le risque d'une éclosion, ce que nous ne voulions pas sous aucune considération. Et d'amener des gens dans l'hôpital, j'augmentais la circulation à l'intérieur de l'hôpital. Et c'était, on avait vraiment les consignes de limiter ça au maximum. Alors, la solution qu'on a mise, c'est qu'on a pris une équipe, on a créé une équipe de soutien et communication qu'on appelle le SCAF, et on l'a mis directement sous la direction générale. Pourquoi? Parce que pour permettre d'être... on amenait les décisions directes beaucoup plus rapidement et ça nous permettait de communiquer plus vite avec l'ensemble des équipes là, pour être capable de tout mettre en place. J'ai écrit la composition d'équipe parce que et j'ai mis les noms parce que je tiens à le dire. On avait une chef d'équipe, mais c'était une cadre supérieure en soins infirmiers qui était retraitée. Donc, Céline Corbeil. On avait une bénévole qui intervenait dans l'unité des soins palliatifs, mais pendant cette période-là, les bénévoles ont été pas mal retirés en très grande partie. Alors, Marine Boisset. On avait une infirmière de recherche dont le projet était suspendu, Émilie Bilodeau, et pour elle, je ne pouvais pas la reprendre dans d'autres secteurs pour des raisons là, de bonnes raisons. Alors, elle est venue. On avait une stagiaire en soins spirituels, Marion Sassiaz. On la connaissait, elle était venue, elle nous avait donné aussi du temps de bénévolat. Et puis, on a ajouté, en cours de route, un peu plus tard, une cadre retraitée qui était venue nous aider à ouvrir, et là, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, l'Hôtel-Dieu comme site non traditionnel, et qui est venue en soutien à l'équipe, là, plus vers la fin du projet. Alors, c'était ces quelques personnes-là qui ne se connaissaient pas, à part Céline et Louise, mais ne se connaissaient pas et avaient à créer. Alors, j'ai pas demandé du personnel du CHUM, j'ai demandé une équipe externe. Puis les objectifs du SCAF, puis là, je les ai mis les trois, mais en même temps, moi, ce que je disais au départ, mon premier objectif, c'est que j'avais la conviction qu'il y avait des familles qui nécessitaient, qui avaient besoin d'avoir des nouvelles de leurs proches qui étaient hospitalisés, qui peut-être pour les équipes soignantes, c'était difficile et on pouvait offrir ce service-là aux équipes de soins en disant, dites-nous les familles qu'on doit rejoindre pour leur donner des nouvelles. Alors, vous comprenez qu'il y avait un échange d'informations pénibles. C'est pour ça que j'avais demandé et exigé d'avoir des infirmières pour regarder les dossiers ou comprendre le jargon médical. Alors, on a fait ça. Par la suite, vous allez voir, j'en parlerai. Il y a un autre objectif qui s'est ajouté. Un autre, c'était d'accompagner les proches lors de visites aux patients en fin de vie. COVID positif ou négatif. Alors, oui, le contact téléphonique, mais on s'est rendu vite compte qu'il fallait un petit peu plus loin, aller plus loin. Et puis, il y avait, j'ai demandé qu'on élabore des lignes directrices qui concernaient l'accompagnement des proches lors de visites humanitaires. Là, de visites humanitaires, je vous donne un exemple. On a une dame qui est hospitalisée et qui est là depuis quelques semaines et qui se détériore, qui a plus le goût de manger, qui déprime. Alors, on venait avoir des visites à visée thérapeutique, là, qu'on a appelé des visites humanitaires. Alors ça s'est ajouté et vous comprenez que c'est au fur et à mesure qu'on a avancé. On a pris des décisions importantes, je pense, là, au départ, c'est que
ça devait faire partie intrinsèque de ce projet-là, d'évaluer les impacts et la satisfaction. Donc, dès le début, on n'a pas dit on va faire ça, à la fin, ah oui, on aurait dû, ça devait faire partie. On a eu aussi la chance d'avoir un projet de recherche en simultané, Marie-Pascale, avec un projet, donc on pouvait aller plus loin. C'est quelque chose vous comprenez que pour les résultats, on est fort intéressé de voir la suite. Mais on a aussi fait une base de données tout de suite pour suivre. Puis là, je dis le projet parce que c'est un petit... Mais qu'on soit capable de suivre comment évoluaient les familles, avec combien d'appels, s'il y avait des suivis, s'il y avait des insatisfactions, qu'on soit capable de suivre. Et moi, j'étais capable, dans mon bureau, de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait au fur et à mesure. Et il y a eu beaucoup de rencontres avec les infirmières-chefs, avec la prévention et le contrôle des infections, la commissaire locale aux plaintes, avec tous les groupes, avec des équipes médicales, des équipes de soins, pour qu'on soit en mesure de faire connaître cette équipe-là, que personne ne connaissait, là. C'était un ajout, mais que tout le monde sache qui elles étaient, quels étaient les services qu'elles pouvaient offrir, puis comment ça pouvait marcher. Donc, on a tout fait ça. L'équipe est arrivée à la mi-avril, mais vous comprenez on a dû prendre du temps pour élaborer et prendre les choses correctement pour être capable d'avancer. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Au niveau des communications téléphoniques avec les familles, je vous ai dit, moi, ce que j'avais comme impression, je considérais que les familles avaient besoin d'être rejoints, qu'on discute avec eux via téléphone ou... Alors, c'était les équipes de soins qui identifiaient les familles. Puis quand je dis équipe de soins, là, c'était parfois le médecin, c'était parfois la travailleuse sociale, c'était parfois l'infirmière. C'est ceux qui sentaient qui étaient plus fragiles ou qui avaient besoin d'un soutien plus important ou que l'équipe avait pas suffisamment de temps à accorder là, pour bien les aider. Dans la mesure du possible, il y a un seul membre de l'équipe, du SCAF, qui assurait le suivi auprès de la famille. Donc, si j'avais 5 appels, un appel à tous les jours, 2 appels par jour, 3, c'était la même personne, alors il se créait un lien et ça devenait plus facile. Et s'il y a un problème qui était identifié, ben, le lien était immédiatement fait avec l'infirmière-chef d'unité, bien sûr avec l'accord de la famille, parce que parfois ça demandait d'avoir des rencontres avec les médecins, de pouvoir regarder. Bon, entre le 16 avril et le 3 juin, puis là vous comprenez que le 16 avril, personne ne connaissait cette équipe-là, personne ne connaissait le service. Ils ont fait 82 appels. Il y a eu 18 familles qui ont été suivies. Et là, ben, le temps moyen, c'était 15 minutes. Fait que des fois, ça allait très vite, d'autres fois, c'était un peu plus long. On a une personne, entre autres, où il y a eu des appels à tous les jours pendant 4 semaines. J'ai demandé à ce qu'on ne le compte pas dans tous les appels. Et le premier appel à la famille se produisait environ 30 minutes après la demande. Alors, le médecin disait, je pense que cette famille-là a besoin qu'on appelle, et on appelait la personne qui était identifiée là, comme personne ressource dans le dossier, et ça se faisait. Mais on s'est rendu compte, avec le nombre d'appels qui n'était pas si élevé, que la majorité des équipes soignantes assuraient elles-mêmes le suivi avec les familles. On a eu des endroits où c'était à tous les jours, il y avait un membre du personnel, le médecin qui appelait la famille, où on avait des patients avec les téléphones et les tablettes qu'on avait distribuées, où on avait organisé une routine. Et il y en avait, puis là, il faut comprendre, on avait quand même certaines hospitalisations qui étaient un petit peu plus courtes, intenses, mais un peu plus courtes. Donc, les équipes faisaient les quelques jours l'appel et puis ça repartait. Pourquoi? Parce que
on a continué quand même à recevoir des patients qui devaient absolument être hospitalisés. On a continué à faire des chirurgies cardiaques urgentes, des transplantations. Mais on a tout fait, mais quand on avait des hospitalisations, de chirurgie cardiaque, des fois, ils sont hospitalisés 4 jours et ils quittent. Alors, les équipes soignantes étaient capables de faire des appels ces journées-là et puis ça allait. Donc, à ce moment-là, la chef d'équipe est venue me voir puis il m'a dit, Daniel, on va arrêter parce que je sens pas que les équipes font le travail. Là, de façon générale, ça va très bien. Et là, on a discuté ensemble et ce qui nous touchait beaucoup, c'est ce que j'avais dit. Les gens qui étaient très malades ou qui étaient à risque de décéder, où tout se passait seul. Fait que là, on s'est dit, OK, on passe à l'autre étape qui est d'accompagner des proches pour le patient qui est en fin de vie. Puis là, vous comprenez, en fin de vie, on a les soins palliatifs qui étaient dans l'unité, mais on a des patients dont l'état se détériore ou où on voit là, qu'il y a un pronostic très sombre. Alors, on a dit, on le met. Fait que là, début mai, ils ont élaboré les lignes directrices. Ils sont partis du projet des soins intensifs, qui était très bien fait. Et là, pour les gens qui ont travaillé autour de ça, bon, la chef d'équipe du SCAF, mais on a mis responsable du bureau de projet à l'intérieur du CHUM parce que des fois, il fallait contacter différentes personnes et elle avait tous les contacts. Une conseillère en éthique clinique, une conseillère cadre en soins infirmiers qui, elle, assurait le lien avec la PCI. Vous allez me dire, pourquoi la prévention et le contrôle des infections n'étaient pas autour de cette table-là? Parce qu'ils étaient partout dans l'hôpital et comme partout ailleurs, ces équipes-là se couraient. Alors, on s'est dit, on avait une conseillère cadre qui s'était entendue avec eux et qui faisait le lien pour les points particuliers et bien sûr, à la fin, valider tout le projet. Et on a pris aussi la chef des services de psychologie et des soins spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a un soutien à apporter, mais en plus, c'est une équipe qui avait dit on est prêt, nous, à essayer de soutenir cette petite équipe-là à la hauteur de nos capacités. En fait, ceux qui étaient encore là disponibles. Donc, eux, ils ont travaillé. Puis, pourquoi élaborer les lignes directrices? C'est qu'on voulait pas que ça se fasse n'importe comment et fallait passer, aller voir avec la PCI pour regarder pour tout fonctionne. Je vais vous faire un commentaire. Déjà, que la prévention et le contrôle des infections nous avait fait, ils voulaient pas beaucoup parce que ça faisait entrer des personnes. Et on le sait toujours que l'enjeu, il fallait habiller la personne qui venait visiter, mais il fallait surtout la déshabiller. Et c'est là où il y a un risque. Ils nous disaient, vous allez voir, ça, on va se contaminer. Déjà, la petite équipe du SCAF ont été formés par la prévention et le contrôle des infections pour s'habiller, se déshabiller, surveiller. Ils ont fait des sessions de 2 heures à se surveiller, à regarder comment ça se passait. Alors, ils étaient en maîtrise, fait qu'ils pouvaient travailler avec les gens. Et la prévention et le contrôle des infections leur a dit, c'est beaucoup. Alors là, du 15 mai au 29 juin, il y a eu 23 accompagnements. 43, ben oui. 43 accompagnements, puis la moitié des visites ont été faites à des patients atteints de la COVID. Le temps moyen d'une visite, c'était 2 heures. Et il y avait d'abord, on présentait à la personne, on la contactait par téléphone, la personne qui venait pour visiter. On la contactait par téléphone, on cédulait une rencontre avec elle, on lui expliquait les règles. Quand elle arrivait à l'hôpital, elle était déjà avisée. L'équipe du SCAF, un membre, allait l'accueillir, l'amenait dans une petite pièce et voyait avec elle les règles à respecter. C'est-à-dire, vous allez devoir revêtir là, les équipements de protection. Vous ne pouvez pas toucher votre visage. Vous ne devez pas enlever. Vous ne
pouvez pas vous coucher, vous êtes dans les lits, vous ne pouvez pas retirer. Bon, il expliquait toutes les règles à respecter, mais on faisait signer un consentement, que les gens avaient bien compris, et on faisait aussi une évaluation s'ils présentaient des symptômes de COVID. Alors, il y avait un triage qui était fait avant même de monter à l'unité. Par la suite, on montait à l'unité et je vais vous dire, on demandait aux gens de s'apporter des vêtements de rechange. Parce qu'une fois que la visite était terminée, ils devaient mettre leur linge dans un sac, mettre leurs autres vêtements fermés. On leur demandait de ne pas quitter en métro et à la maison, on leur donnait les consignes pour laver leur linge. Donc, on s'assurait que tout soit correct. Quand on montait à l'unité, eh bien, à ce moment-là, il y avait un membre de l'unité de soins qui s'assurait qu'on revêtait bien les vêtements. Et puis, là où c'était particulier, le membre du SCAF restait dans la chambre durant la visite en tout temps. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait un risque de contamination et on le comprend. Puis vous comprenez aussi que les gens pleuraient, alors il fallait les aider à se débrouiller avec ça. Mais les personnes restaient quand même très discrètes dans la chambre, se mettaient en retrait et pouvaient permettre au moins que les personnes se retrouvent. Et quand on le fait, le choix a été fait avec les unités de soins, les équipes soignantes, de choisir un moment où la personne qui était hospitalisée était encore consciente et pouvait avoir un échange avec le membre de sa famille. Autre point qu'on a appris, c'est que le membre du SCAF qui était dans la chambre, fallait qu'à un moment donné, si la personne, on voyait qu'elle voulait plus respecter les règles, fallait qu'elle soit un peu directive, c'est-à-dire attention, ne bougez pas ou donnez un autre masque pour s'assurer que tout soit correct. Il y a les membres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les membres des services de psychologie et des soins spirituels qui ont prêté main forte pour assurer la garde. Parce que là, les gens étaient là de jour, mais ils étaient de garde de soir et la fin de semaine. Parce que l'équipe n'était pas suffisante, on n'a pas été capable de couvrir même la nuit, mais je dois vous dire que les visites, sauf exception, on était capable de les planifier 24-48 heures, alors on choisissait un moment qui était plus propice, donc ça s'est plutôt passé de jour et de soir. Puis, la méthode de déshabillage a été modifiée. Écoutez, peut-être la deuxième visite, on s'est retrouvé avec une personne de 72 ans qui était venue visiter son conjoint et puis pas parce qu'elle avait 72 ans, mais on l'a vécu après ça avec des gens plus jeunes, c'est que pour eux, ils venaient de vivre quelque chose de très émotif. Et d'écouter les consignes pour savoir comment se déshabiller, ça fonctionnait pas. Il était vraiment, on en a quelques-uns qui sont contaminés, mais on s'en est rendu compte et tout a été fait. Alors, là, on voulait pas exclure des gens, puis on se disait, c'est pas vrai qu'on va mettre ce projet-là à terre pour ça. Alors, les membres du SCAF, ont travaillé un après-midi de temps à trouver une nouvelle façon de déshabiller, comment je peux me déshabiller sans me contaminer. Et ils ont trouvé une façon. C'est que la personne ne faisait rien. Le visiteur, en tout cas, il lui disait de comment il devait se mettre et c'était le membre du SCAF qui les déshabillait. Mais pour s'assurer, ça a été fait, ça a été validé avec la prévention, contrôle des infections qui leur a donné leur OK. Parce que sinon, on pouvait passer complètement à côté. Alors, ça a été fait, on l'a vu. Mais là, en plus de ça, il y a eu des lignes directrices pour accompagner des proches lors des visites humanitaires. Ce que je vous ai dit tout à l'heure,
on se rendait compte que c'est pas vrai, que c'était juste en soins de fin de vie. Et on voyait que dans les unités de soins, les équipes commençaient à le faire, mais de façon inégale, je dirais. Et là, on voulait surtout éviter qu'on se détériore. Alors, c'était pour des visites à visée thérapeutique, ce que je disais. Et il fallait être balisé, il fallait qu'on le fasse. Alors, ce qui a été entendu, c'est que l'équipe du SCAF, elle allait faire suivre les patients qui étaient atteints de la COVID. C'est eux qui allaient s'occuper pour ces visites-là. Et les équipes de soins, elles allaient s'occuper pour les patients non atteints de la COVID. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à un moment donné, en faisant le triage et en regardant tout ce qui se passait, on s'est rendu compte que pour les patients non atteints, j'avais pas besoin. J'avais besoin du masque, de la visière pour le visiteur, mais j'avais pas besoin de la jaquette et tout. Et il pouvait avoir un contact parce qu'on avait bien évalué. Donc, on n'avait pas à rester dans la chambre en tout temps. Alors que pour les patients atteints de COVID, pour la sécurité du visiteur et en même temps pour éviter là qu'il y ait une contamination dans la communauté quand il retournait, ben là, on l'a gardé avec l'équipe du SCAF. C'est eux qui s'en sont occupés et qui l'ont fait. Alors, entre le 26 mai et le 29 juin, ils ont fait l'accompagnement de 35 visites humanitaires dans 8 unités de soins. Chaque visite, ça a duré en moyenne là, 1,5 heures. Vous comprenez, c'est un milieu de soins, ça fait qu'il fallait qu'on essaie de limiter. Et comme je vous disais, ben le patient, on a eu des visites qui ont été annulées. On en a eu à travers tout ça, là, dans les 2 derniers items. Ben, il y en a eu 19, attendez que je recompte, il me semble que c'est ça, oui, 19. Il y en a eu 2 parce que le patient est décédé avant. Il y en a eu 9 qui ont été annulés par le proche. Et on s'est rendu compte que les 8 sur 9 s'étaient annulés parce que le proche avait peur pour lui-même de la COVID. Il avait peur de se contaminer, c'était une inquiétude. Alors, on les laissait libres et on voyait qu'ils nous disaient oui au départ, mais on les rappelait avant la visite et on en a 9 qui ont dit non. On en a eu 6, mais parce que la personne qui était COVID positive a été transférée dans une unité froide. Donc, on a pu organiser des visites avec le personnel des unités. Ça s'est fait différemment. Parce que souvent, ils partaient de l'unité COVID positif et s'ils devaient retourner en CHSLD, ben, on pouvait les amener à l'Hôtel-Dieu ou dans leur centre désigné. Alors, il y a une fois, ça a été un refus par l'infirmière-chef et ça a été un refus par l'infirmière-chef parce que il y a eu une discussion avec le patient et c'est le patient. Mais on l'a gardé refus par l'infirmière-chef parce qu'on voulait pas faire porter ça sur les épaules du patient. Et il y a une fois, au niveau du triage, c'était par le membre de l'équipe du SCAF la personne était trop à risque de COVID, alors elle est annulée. Mais voilà, vous comprenez que si c'est annulé, on pouvait rappeler dans la famille pour voir s'il y avait une autre personne qui pouvait le faire. Là, on a fait une évaluation post-intervention. L'intervention post-intervention, on voulait évaluer la satisfaction, mais on voulait aussi évaluer s'il y avait eu l'apparition ou non de symptômes COVID là, par la suite. L'appel se faisait 3 semaines après la visite et on a 60 proches sur 63 qui ont répondu à l'appel téléphonique parce qu'on comprend qu'il y a des personnes qui ont fait plus d'une visite, alors on ne les comptait pas plusieurs fois. Il n'y a aucun qui a développé de symptômes de la COVID. Il n'y a eu aucun et personne dans leur famille, là, dans leur bulle qui vivait, alors il n'y en a pas eu. On leur posait 5 questions. Alors, on leur demandait est-ce que le déroulement de la visite est conforme aux explications. 98% nous disaient oui. Il y a une personne ça marchait moins bien. Est-ce qu'ils étaient satisfaits quant au soutien, désolé de la faute, quant au soutien reçu?
Ben 89% c'était très bon, c'était notre cote maximale. 11% bon. Alors, il y a personne qui n'était pas content. Est-ce qu'ils ont trouvé que ça avait eu des effets bénéfiques pour eux? La très grande majorité, oui. Mais vous voyez 3 personnes qui étaient incertaines parce qu'elles avaient été très bousculées parce que d'avoir vu la personne, de ne pas avoir été capable de la toucher autant. Alors, eux, ils n'étaient pas certains que pour eux que ça avait été bénéfique. On leur a demandé, est-ce qu'à votre avis, il y a eu des effets bénéfiques pour votre proche, pour le patient? 81%. Il y en a 9 qui nous ont dit qu'ils étaient incertaines parce que quand ils leur téléphonaient par la suite, il y a des patients qui leur disaient quand est-ce que tu reviens? Mais vous comprenez que pour un certain nombre, ça a été de dire oui, je l'ai vue, elle est décédée 36 heures plus tard. Je ne sais pas si elle a été assez consciente et qu'elle a vu qu'on était avec elle. Il y avait ce tourment-là. Et on a pris les commentaires des participants. Dans les commentaires, je vais dire plus négatifs des personnes qui nous ont fait des commentaires, il y en a certaines qui nous ont dit j'aurais aimé ça, je pense qu'ils étaient 3, on aurait aimé ça avoir plus d'intimité dans la chambre, d'avoir une troisième personne, on se sentait un petit peu mal, mais le commentaire qui revenait le plus souvent, c'est on aurait voulu avoir plus de visites et que plus de membres de la famille en bénéficient. Quand on discutait avec eux, ils nous disaient je comprends, mais ça, c'était une douleur parce qu'ils avaient à transmettre aux autres membres de la famille tout ce qu'ils avaient vécu et c'était difficile à emmagasiner. Mais pour le reste, les commentaires étaient excessivement positifs sur la façon dont ça se déroulait. Bon, les enjeux, habillage et surtout déshabillage des visiteurs, la couverture de nuit et de fin de semaine. C'est impossible et ça, je vous dis, les fins de semaine, on le fait, mais pas tout le temps. On a certaines fins de semaine qu'on ne pouvait pas couvrir. Alors ça, c'est à changer. Et un des enjeux, c'était de garder la même rigueur dans toutes les unités de soins par toutes les équipes. Les gens l'ont fait à meilleure de leur connaissance, mais quand même. Alors, pour une deuxième vague, c'est possible de débuter beaucoup plus tôt parce qu'on a tous les outils qui sont développés. L'évaluation, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois avoir dans mon kit pour autant, là, on va jusqu'à des pinces à cheveux pour être capable de faire une visite sécuritaire. La technique de déshabillage testée et retestée qui est possible, alors ça, on l'a. Puis, l'équipe, avoir une équipe dédiée, c'est à refaire. Je le referai et j'irai probablement en essayant d'augmenter parce que je dois vous dire que cette équipe-là a vécu des choses extraordinaires avec des familles, avec des patients et c'était loin d'être triste, ils en sortaient vraiment choyés. Fait voilà, c'est la petite expérience que nous avons eue au CHUM. C'est pas une petite expérience. Quand on voit les commentaires dans notre fil de discussion, vraiment tout le monde est très admiratif de toute l'attention qui a été apportée aux familles et de le faire de façon aussi professionnelle et avec une dimension humaine très très présente. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer toute l'équipe du SCAF et je peux vraiment que renforcer ce que vient de dire Madame Fleury, c'est-à-dire vraiment le fait qu'ils ont eu l'impression de vivre une expérience humaine hors du commun et de pouvoir apporter à des familles du réconfort ainsi qu'aux patients, mais que ça les a énormément nourris aussi dans leur propre cheminement personnel. Donc, très, très, très belle expérience. Maintenant, nous avons la chance de pouvoir accueillir Lucie Gagnon. Je vais vous laisser prendre possession de l'écran. Et puis, nous sommes ravis là de pouvoir rentrer donc dans votre CHSLD pour mieux comprendre ce que vous avez pu faire. Je pense qu'il va falloir que vous débloquiez votre micro. On vous entend pas là. Unmute.
Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Par ailleurs, je suis pas très experte dans ce fonctionnement-là de webinaire, alors vous excuserez mon peut-être certains délais dans l'exercice de mes diapositives. Alors, comme Madame Paumé vous présentait, je suis directrice des soins de 2 centres d'hébergement à Laval depuis 4 ans. Et je suis très fière de vous présenter aujourd'hui un peu l'expérience qu'on a vécue avec nos familles pendant le temps de la COVID. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que l'expérience que Mme Fleury vous a partagée des familles dans un grand centre hospitalier est très différente de ce qu'on peut vivre en centre d'hébergement. En effet, en centre d'hébergement, l'expérience des familles n'est pas la même, c'est-à-dire que quand on travaille dans un milieu de soins aigus, comme à l'hôpital, où notre proche est admis pour un problème de santé aigu, qui a besoin d'être hospitalisé, qui a besoin d'une chirurgie, qui a besoin peut-être d'accompagnement en fin de vie parce que les soins médicaux n'ont pas pu sauver la vie du patient, ça requiert un service de santé de soins aigus. En centre d'hébergement, c'est une autre réalité, une réalité comment je pourrais dire, différente dans le sens que les centres d'hébergement, ce sont des centres qui invitent les clients qui sont en lourde perte d'autonomie à venir vivre chez nous. Et donc, ça devient leur chez eux. Et ce chez eux-là, eh bien, c'est pas seulement pour donner des soins, pour recevoir des soins, mais c'est aussi pour recevoir la famille, pour continuer de vivre heureux dans une atmosphère familiale où l'ouverture aux proches est très importante. Alors, à Laval, pendant la COVID, il y a eu énormément de CHSLD qui ont malheureusement contracté le virus. Fort heureusement, dans nos 2 CHSLD, on n'a pas vécu la pandémie au même titre que les autres parce qu'on n'a pas eu de résident qui a attrapé la COVID. Alors, l'expérience que je vais vous présenter, c'est plus une expérience de famille et une expérience d'établissement qui a tout fait pour éviter de faire rentrer le virus et qui est très fier des résultats obtenus. Alors, je vais vous quitter quelques secondes pour aller chercher ma présentation. Alors, ici. Alors, j'espère que tout va bien puis que tout le monde peut voir ma présentation qui s'intitule « Comment prendre soin des familles en centre d'hébergement en période de pandémie ». Alors, comme je vous l'expliquais, j'ai la chance d'être directrice des soins de 2 centres d'hébergement. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer un peu qui nous sommes, vous partager notre connaissance de l'expérience de nos clients. Je vais vous parler de notre expérience en période de pandémie et les interventions qu'on a faites auprès de nos familles et les résultats qu'on a pu obtenir. Alors, c'est très important de vous expliquer que ces 2 centres d'hébergement-là sont différents. Le premier, qui est la résidence Riviera, c'est un établissement privé conventionné qui est en place à Laval depuis 59 ans. Alors, j'ai la chance de travailler depuis 4 ans avec la dame qui a, dans le fond, parti cette résidence-là il y a 59 ans, qui est la mère de mon directeur général. Donc, c'est une entreprise familiale. Et ils ont déménagé il y a 15 ans dans un nouveau site qui est beaucoup plus moderne, qui est très enchanteur près d'une forêt. Et nous avons 128 chambres, dont 8 chambres sont semi-privées et le tout est réparti sur 4 étages. Alors, on accueille des clients en lourde perte d'autonomie, des gens qui ont entre peut-être 65 ans et 108 ans. Alors, ma plus vieille résidente est décédée durant la période de la pandémie. Elle n'est pas décédée du COVID, mais elle avait 108 ans. On travaille avec le CIS de Laval, qui a un système régional pour assurer l'admission des résidents dans notre centre.
Comme je vous expliquais, c'est un milieu de vie. Donc, il y a des soins qui sont prodigués, mais l'objectif est de rendre ce milieu de vie très convivial pour le résident et sa famille et très familial dans un contexte familial. C'est des gens qui payent un loyer de 1 950 $ par mois, qui est le montant qui est prévu autant pour les CHSLD publics que ce type de CHSLD-là privé conventionné. L'autre CHSLD, où j'ai le plaisir d'être directrice des soins aussi, c'est un CHSLD nouveau qui est en fonction depuis 2013, qui est établi selon un autre mode de fonctionnement qui est le partenariat public-privé. C'est un établissement neuf qui a été construit selon des normes facilitant le milieu de vie et facilitant aussi, je vous dirais, la prévention des infections. Donc, ce ne sont pas de petits corridors, c'est pas un milieu où c'est une maison qui a été rénovée en milieu de soins, mais c'est vraiment un établissement qui permet d'offrir un milieu très éclairé avec des espaces vastes et très favorables, dans le fond, à l'établissement de relations humaines. C'est un centre de 102 chambres qui est réparti sur 3 étages. On accueille aussi des clients lourds de perte d'autonomie et on exerce un contrat avec le CIS de Laval. Donc, on reçoit des clients qui ont été identifiés par le système régional d'admission de la région de Laval pour occuper nos lits. Alors, c'est le même loyer par mois et c'est les mêmes objectifs de dispensation de soins et de services. Notre client, qui est-il en centre d'hébergement? Alors, comme je vous l'expliquais, le résident demeure le client majeur parce que c'est lui qui occupe la chambre, mais la famille est notre client aussi, puisque cette famille fait partie du résident. Le résident est admis dans un milieu de soins où sa famille a la possibilité de venir le visiter comme elle le veut, quand elle le veut, organiser des soupers de famille. Les activités habituelles sont dispensées en termes d'activités de loisirs. On fait du bingo, on fait toutes sortes d'activités physiques, on fait des activités ludiques et la résidence organise 4 grandes fêtes par année. Une épluchette de blé d'Inde, une fête de Noël, toutes sortes de belles activités où les familles sont invitées. On fait des soupers par mois, où on invite les familles aussi à venir manger avec le résident. Donc, toute cette belle dynamique-là a été très, très affectée par la pandémie, où vous comprendrez que la famille, les visites de la famille ont été rapidement mises de côté par les directives ministérielles. Et donc, les familles ont dû attendre, n'ont pas pu entrer comme ils le voulaient dans la résidence. Alors, ça a affecté beaucoup l'expérience client. Heureusement, on avait une bonne connaissance de l'expérience de nos clients dans nos 2 centres d'hébergement parce qu'en 2019, on avait fait une démarche pour connaître qu'est-ce que nos clients vivent, autant nos familles que nos résidents dans nos centres d'hébergement. Parce qu'on savait par les commentaires qu'on recevait, les sondages de qualité qu'on faisait, que nos résidents étaient contents et que nos familles étaient contentes. L'objectif, c'était de s'assurer de maintenir cette satisfaction-là et aussi d'identifier qu'est-ce qu'on fait de si spécial qui est différent des autres endroits qui fait que les gens nous disent « Mon Dieu, chez vous, dans votre CHSLD, on se dirait comme au Club Med des CHSLD. » Ou « Mon Dieu, qu'on est bien chez vous, on se sent entendu, écouté. » Alors, on se questionnait qu'est-ce qu'on faisait de si spécial et de pouvoir les mettre en évidence, ces façons de faire-là, pour pouvoir les diffuser et s'assurer que tous nos employés puissent l'exercer. Donc, de maintenir cette expérience positive-là pour tous nos clients. Donc, on a fait une démarche d'expérience client en 2019 et on a pu identifier avec nos familles et nos clients qu'est-ce qu'ils vivaient dans chacune des étapes du parcours du client en centre d'hébergement.
rapidement, vous savez qu'en centre d'hébergement, lorsqu'il est le temps de placer, entre guillemets, de trouver un endroit où notre proche peut aller parce qu'il est en perte d'autonomie et qu'on ne peut plus prendre soin de lui à la maison, la famille vit une grande période de stress pour essayer de trouver où je vais pouvoir trouver un endroit pour mon proche. Donc, cette étape de recherche-là est importante. Par la suite, il y a toute la période d'admission dans le centre d'hébergement. Et il y a trois autres étapes du parcours qui se suivent au cours des mois et des années, pour certains, qui est la vie quotidienne dans un centre d'hébergement, c'est-à-dire les activités de la vie quotidienne, se lever, manger, les soins d'hygiène, l'heure du coucher, les soins et services qui sont dispensés par la suite par nos médecins, nos infirmières, les services professionnels, ergo, physio et loisirs, les thérapeutes en réadaptation. Donc, tous ces professionnels-là sont mis à la disposition des résidents, incluant les préposés aux bénéficiaires, et on fait des activités occupationnelles de loisirs avec eux. Donc, la vie quotidienne tourne autour de ces trois grandes étapes et avec le temps qui file, la maladie qui s'installe, la vieillesse, nos résidents finissent par vivre des moments plus difficiles et doivent terminer leur vie. Et donc, on accompagne les familles dans cette étape importante de la vie pour que tous puissent vivre une expérience aussi de fin de vie qui est, je dirais, enrichissante et nourrissante. Alors, lorsqu'on a fait notre démarche d'expérience client, on a identifié en focus group avec nos résidents, avec nos familles et avec nos employés les moments, les irritants dans ces étapes-là et les émotions qui étaient vécues qui étaient peut-être plus négatives. Donc, avec la pandémie, on savait très bien qu'un moment très important pour la famille était les étapes de fin de vie. Et donc, en sachant ça, cette information-là nous a beaucoup aidé aussi à structurer nos façons de faire avec les familles pendant la pandémie. L'autre élément important qu'on a appris de cette expérience, cette démarche d'expérience client, c'est que pour les résidents, le préposé aux bénéficiaires demeure l'intervenant majeur, pivot pour lui. Cette personne-là, étant donné qu'elle est la personne qui répond souvent et régulièrement aux besoins d'assistance physique, psychologique, spirituel du résident, joue un rôle majeur dans la vie du résident. Pour celle des familles, on s'est rendu compte que c'est vraiment l'infirmière qui est la personne pivot, car l'infirmière donne les informations sur l'évolution de la situation du résident, explique un peu les modalités de fonctionnement, reconfirme les règles à suivre. Donc, le rôle de l'infirmière est prépondérant pour l'expérience des familles. Donc, fort de cette expérience-là, on a pu savoir déjà que pour nos familles, des mots-clés étaient importants. On savait que pour eux, notre milieu était un milieu où ils se sentaient en sécurité. La sérénité est importante pour eux, la paix d'esprit et l'étape de fin de vie pour eux était une étape importante parce qu'ils savaient que c'était la dernière étape avec leurs proches. Juste pour vous donner une idée, quelques commentaires qu'on avait eus lors de notre focus group, ils nous avaient dit qu'il y avait un grand dévouement dans notre centre, que nos proches sont vraiment bien soignés ici. C'est comme un hôtel 5 étoiles comparé à d'autres centres. Mon mari me dit que maintenant, il est content d'être à la résidence, il est même fier d'être ici. Donc, un sentiment de sécurité pour les familles. Alors, à la lumière de cette démarche-là, on a, en 2019, fait une promesse à nos clients, c'est-à-dire qu'on a voulu créer un engagement pour tous nos employés envers le service qu'on devrait donner à nos clients.
On n'a pas diffusé cette promesse-là à nos clients parce qu'on ne voulait pas créer un stress indu à nos employés, mais on a convenu avec nos employés que c'était des éléments importants qu'on voulait faire vivre à nos clients. Alors, je vais me permettre de vous la lire intégralement parce que c'est un beau texte et puis je pense que c'est très, ça dit l'essentiel. Alors, pour nous, au CHSLD de Laval et à la résidence Riviera, les résidents et leurs proches sont au cœur de notre action. Nous savons que chaque personne, donc chaque résident et chaque famille, porte un vécu qui la rend unique et c'est pourquoi nous cherchons constamment à être à la hauteur de la confiance qu'elle pourra nous accorder. Pour ce faire, le CHSLD de Laval et de la résidence Riviera s'engagent à être. Et là, on a identifié 4 grands attributs qu'on souhaitait vraiment faire vivre au quotidien à nos résidents et à nos familles. Le premier, c'était celui d'être humain, parce que être humain, c'est tisser des liens avant tout avec des individus pour personnaliser notre approche afin d'assurer le bien-être des résidents et de leurs proches. Sécurisant, parce que être sécurisant, c'est mettre en confiance nos résidents et leurs proches afin de leur permettre une tranquillité d'esprit. Organisé, parce que être organisé, c'est se structurer, mais c'est surtout se coordonner au quotidien en tant qu'équipe et établir une communication transparente pour le bien. Ah, moi, je vous entends plus. Est-ce que vous entendez encore Madame Gagnon? Non, ça a coupé. Ça a coupé, hein? Ouais, ça a coupé pour moi aussi. Ah, ok. Oh, Vous avez son numéro de téléphone, Madame Gagnon? Oui, j'ai son numéro. Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Oui. Ah, on vous retrouve? Vous êtes sans micro, là. Le micro est fermé. Le micro est toujours fermé. Est-ce que ça fait longtemps? Non, ça fait. Vous étiez, je pense, au 3e point de votre diapositive quand ça a commencé à. Troisième point, c'est-à-dire à organiser? Oui, c'est ça. Vous étiez à la fin d'organiser. OK. Alors, dynamique. Mais il va falloir que vous remettiez votre présentation sur le partage d'écran. OK. Alors, je m'excuse. Share screen. Est-ce que ça va comme ça? Oui, c'est très bien. Et, parfait. Alors, je suis vraiment désolée. Donc, on continue. C'est difficile de je demande aux gens, est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout va bien? Mais là, je peux pas. Alors, je continue. J'avais terminé le 3e attribut. Le dernier attribut est très important aussi, qui parle du dynamisme. Donc, on veut être dynamique parce que être dynamique, c'est créer un environnement vivant pour les résidents et leurs proches afin de susciter des moments positifs dans leur quotidien et profiter pleinement du moment présent. Parce que souvent, en centre d'hébergement, on s'imagine que c'est un endroit où, parce que les gens sont très vieux et malades, ils sont là pour attendre la mort. Et alors, dans nos 2 centres d'hébergement, c'est vraiment le contraire. C'est des environnements où on entend de la musique, on entend des gens chanter, on entend des gens rire. Et c'est ce qu'on veut faire vivre à nos résidents et à nos familles. Donc, fort de cette promesse client-là, avec des mots-clés, comme vous avez pu l'entendre, des mots-clés qui parlent de relations de confiance, de sécurité, de transparence, de communication, eh bien, on a voulu faire vivre une expérience client en temps de pandémie qui respectait ces valeurs-là. Alors, durant la pandémie, comme un peu disait Mme Fleury,
au CHSLD de Laval, ça a été, et à Riviera, dans nos 2 CHSLD, on a mis en place une cellule de crise où, différemment qu'en centre hospitalier universitaire, notre équipe de gestion de crise était beaucoup plus petite. Mais je dirais sûrement, pour connaître mon ami Daniel, autant efficace qu'ils ont pu l'être au CHUM. Alors, en ayant un organigramme plat, nous, et en étant une équipe très soudée, on a mis en place très, très rapidement des interventions qu'on pense, qu'on connaît maintenant avoir eu un succès important. La réalité des familles qu'on a pu constater dès le début, donc dès le 12 mars, c'est beaucoup de perte de contrôle et de stress. Les familles nous ont dit vivre beaucoup d'impuissance parce qu'ils n'avaient plus de contrôle sur la situation. Les règles étaient émises par le ministère de la Santé. Donc, il y avait de la colère et de la frustration. On a dû arrêter les visites. On a fait un arrêt graduel, nous, parce qu'il y a des gens, des familles qui venaient visiter à tous les jours leurs proches. Alors, de passer de 5 à 7 visites par semaine à 0, ça a été exigeant et très difficile pour eux. Donc, on a usé de jugement pour y aller tranquillement avec certaines familles qui étaient très, très, très impliquées. L'influence des médias au Québec a été pressante aussi parce que nous, on était un milieu où on n'avait pas de COVID. Donc, les familles étaient très, très inquiètes quand ils entendaient parler dans les médias que ça allait mal à Laval. Eh bien, leurs résidents étaient à Laval, donc ils avaient peur que la situation les concerne de près eux aussi. Plusieurs nous ont parlé du fait que parce que leurs proches étaient âgés, ils avaient peur de perdre des moments précieux pour eux, comme des anniversaires. Et ça créait de la détresse psychologique, je dirais, plus chez la famille que chez le résident. On a rapidement, nous aussi, mis en place des contacts FaceTime. Notre directeur général a défrayé tout de suite des montants nécessaires pour que chaque équipe de loisirs ait une tablette pour qu'on puisse faire des contacts FaceTime avec les familles. Mais ces contacts FaceTime et aussi en personne pour certains avec des masques et la distanciation physique, mais il y avait comme une perte de spontanéité dans les échanges, puis une manifestation de sentiments, d'inquiétude qui faisait que les rapports étaient différents et ça créait beaucoup de stress pour les familles. Alors, nous, on a essayé, dans le fond, ce que je vous présente aujourd'hui, les interventions qu'on a faites auprès des familles. Je vais vous les présenter en lien avec nos 4 attributs que je vous ai mentionnés plus tôt par rapport à notre promesse. Parce que, dans le fond, les promesses qu'on veut tenir et les démarches qu'on fait pour mieux comprendre l'expérience de nos clients, c'est pas juste de manière théorique, mais il faut le faire vivre au quotidien. Alors, la pandémie nous a permis de walk the talk, comme on dit en anglais, et donc de faire vivre ce volet-là de façon très intense. Le volet humain était très, très important. Alors, dès le début, nous, dès le 10 mars, on a envoyé des courriels aux familles. On a la chance d'avoir les adresses courriels de chacun, de toutes les familles. Donc, je vous dirais 102 résidents à Laval et 128 résidents à Riviera. Donc, ça nous fait pas mal de courriels à envoyer, d'adresses courriels. Et on a envoyé 16 courriels entre le 10 mars et le 18 juin. Parfois, il y en avait 2 par semaine, 3 par semaine, surtout au mois de mars. Et après, on est arrivé à 2 par semaine au mois d'avril. Et je vous dirais, dans la période du mois de mai et juin, ça s'est fait de façon plus aux 15 jours. Dès les levées d'interdiction des familles, la levée d'interdiction de visite a été faite par le ministère. On a contacté personnellement, moi et ma directrice adjointe, 70 familles plus anxieuses qui souhaitaient venir voir leurs proches et on a organisé les visites, la fréquence des visites, l'heure des visites.
Et on a tenté, durant toute cette période du 10 mars au 18 juin, de garder un contact avec le résident, même s'il était différent. C'est-à-dire que la famille puisse garder un contact avec le résident, même s'il était différent. Donc, vous pouvez voir ici sur la photo un type de visite qu'on organisait. On appelait ça la visite sans contact, qui se faisait à travers la fenêtre. La famille est de l'autre côté. Et on a une résidente avec une aide de service qui, à travers un petit système de communication, permettait à la famille de voir leurs proches et vice-versa et de pouvoir se parler. C'est un exemple de mémos qu'on a envoyés. Alors, nos mémos, c'est moi qui les envoyais la majorité du temps. Je les écrivais et je faisais vérifier le tout par mon directeur général pour m'assurer que tout ce que je disais était bien conforme avec les orientations de notre direction. Et je vous dirais que, parce qu'on n'a pas de responsable de communication dans un petit centre, mon cœur d'infirmière a pu facilement s'exprimer dans ces mémos où j'ai tenté vraiment d'utiliser des termes et des mots pour traduire l'empathie, pour traduire le respect des besoins des familles et de traduire aussi mes attentes en termes de collaboration avec les familles pour arriver à notre résultat commun et que le résident, le proche, soit bien soigné et qu'il soit bien aussi dans cette période difficile-là. Le volet sécurisant, je pense que d'avoir transmis ces informations-là de cette manière-là aux familles a été très sécurisant. Dans le mémo, on parlait de l'état général des résidents en général. Tu sais, je leur disais, ça va bien, on n'a pas personne qui a le COVID, nos résidents vont bien en général. Je leur donnais aussi de l'information sur l'état de notre main-d'œuvre parce que vous comprendrez qu'on a pris le relais, hein? On a pris même la place des familles. Dans un milieu de vie comme le nôtre, nos employés jouent beaucoup le rôle pour certains, jouent le rôle de la famille. On a un lien privilégié avec nos résidents. Alors, ça a été important de communiquer aux familles que la main-d'œuvre était présente sur les 3/4 de travail, qu'il n'y avait pas d'employés atteints de COVID, on faisait attention. Puis j'ai parlé aussi de toutes les mesures de gestion qu'on avait mis en place pour gérer la prévention de la transmission du virus. J'ai parlé aussi des consignes qu'on souhaitait qu'ils puissent respecter s'ils avaient à venir au centre et de leur dire qu'ils pouvaient nous répondre, qu'ils pouvaient nous parler, nous écrire s'il y avait des questions. Et les appels téléphoniques aux unités aussi étaient possibles, compte tenu que l'infirmière est vraiment la personne ressource importante pour le résident, pour la famille. L'accès aux unités de soins pour pouvoir parler à l'infirmière était favorisé et nos infirmières ont très bien collaboré dans cette situation-là. Donc, le contact téléphonique avec les personnes significatives a été fait. On a mis des photos aussi sur notre site Facebook. Alors, beaucoup de nos familles sont nos amis sur Facebook. Alors, ils ont pu voir toutes les belles activités qui étaient faites et organisées par le service des loisirs. Donc, ça les a beaucoup rassurés. Et au 12 avril, qui était comme un peu vraiment dans le creux de la vague, là, on leur a fait parvenir ce beau petit vidéo-là qui a été organisé par le service des loisirs. Et je me permets de vous le partager parce qu'il est très court, mais très poignant. Je dirais que je dois rester dans ma chambre. Ma famille ne peut pas me visiter. Alors, il faudra leur dire, lavez-vous les mains. C'est pas compliqué, je vais me protéger. Lavez-vous les mains.
Juste quelques jours, facile à faire. Un peu plus d'amour que l'ordinaire. Chaque jour, je parle à ceux que j'aime. J'ai presque fini mon casse-tête. Mais nous, on voudrait vous dire. Ça va bien aller. Il y a la télé, je reste occupé. Ça va bien aller. Encore quelques jours faciles à faire. Et down, get up the night. Alors, vous comprendrez qu'on a eu des très beaux commentaires après avoir envoyé cette vidéo-là par courriel à nos familles. Ils étaient très, très contents de voir qu'on pensait à les rassurer et de voir les beaux sourires de certains de nos résidents. Le volet organisé, comme je vous disais, on a pu s'assurer que nos infirmières sur les unités puissent répondre aux appels téléphoniques. On a organisé 4 types de visites. Donc, c'est vrai que les visites étaient interdites, mais le volet humanitaire était maintenu. Donc, ce qu'on a fait, c'est que lorsque nos résidents démontraient une certaine détérioration subie de leur état ou qu'ils étaient en fin de vie, on rejoignait les familles pour les informer et on les invitait à venir faire une visite. Il y a des résidents qui ont souffert de solitude et donc mangeaient moins, s'hydrataient moins, ce qui fait que leur état de santé en était affecté. Donc, une visite éclair de la famille venait juste au bon moment pour raviver la flamme et poursuivre le confinement. Donc, on appelait ça comme des visites ad hoc. Nos résidents qui se sont détériorés à cause de leur maladie sous-jacente et qui ont été en fin de vie, on a permis la visite des familles d'une façon très encadrée, avec un accompagnement, le respect des mesures PCI et on a pu permettre à plusieurs familles de vivre ces moments-là en famille. D'autres visites ont été organisées par les loisirs, donc les visites sans contact pendant la pandémie jusqu'au 18 juin. Et après, on a fait des visites planifiées qu'on continue de faire présentement. On a continué de faire nos rencontres interdisciplinaires, donc à chaque année, chacun de nos résidents, leur situation est évaluée avec la famille pour voir s'il y a des préoccupations soit de la part de la famille ou soit du côté de l'équipe des employés, des soins. Et il y a une communication qui se fait, un plan qui s'établit en équipe. Alors, malgré la pandémie, on a continué ce service-là, mais on le fait par téléphone et ça a bien été. Je dirais que les loisirs ont joué un rôle majeur durant la pandémie. Pour justement maintenir une qualité de vie intéressante pour nos résidents. Donc, vous pouvez voir sur l'image les FaceTime, on en a fait jusqu'à 75 par semaine à Riviera et 50 à Laval. Et ça a été très bénéfique. Certains résidents ont eu de la misère à comprendre la nouvelle technologie, mais en ont rapidement bénéficié. Il y a eu des téléphones aussi qui ont été mis à notre disposition, qui a fait qu'on a pu organiser des appels téléphoniques aussi entre les résidents et leurs familles. Aussi, on savait que nos familles étaient très, comment je pourrais dire, avaient beaucoup de gratitude par rapport aux employés parce que le fait d'avoir pris le relais faisait en sorte que je sentais que nos familles avaient besoin de dire merci. Alors, on les a sollicités pour faire un cahier de remerciements aux employés. C'est une manière aussi pour nous de remercier nos employés, mais aussi de solliciter la présence au travail.
de rendre le milieu significatif pour nos employés, c'est important pour la rétention. Donc, on a organisé un beau petit recueil. On a demandé aux familles de nous envoyer des commentaires qu'ils souhaitaient partager à nos employés pour les remercier de leur contribution dans les soins. Et ce recueil-là a donc été monté de manière électronique, comme vous pouvez le voir, et on a envoyé ce montage-là à chacun de nos employés. Et les familles ont pu le voir aussi sur Facebook. Alors, chaque famille a pu écrire un petit mot au personnel et c'était très personnalisé, comme vous le voyez. Donc, ça a été très apprécié, ça aussi. Là, je vois l'heure qui tourne. Si on veut quand même garder quelques minutes de questions, il faudrait bientôt qu'on puisse partager l'écran. Oui, pas long. Alors, au niveau dynamisme, alors vous pouvez voir des activités qui ont été faites durant la COVID. Compte tenu qu'on n'avait pas de résidents atteints de COVID, on a pu faire des activités dans le corridor en respectant les règles, mais tout en étant très vivant. Et je vous dirais, comme résultat obtenu, c'est ma dernière diapo, on a eu la chance d'avoir un membre de famille qui a appelé à la radio. On va parler d'une belle histoire de CHSLD. Pourquoi? Parce que les CHSLD sont sur la sellette, sont dans le viseur présentement. Avec raison, il faut se poser des questions à savoir comment on va régler ces éclosions-là. Mais c'est pas dans tous les CHSLD où ça va mal. Et aujourd'hui, j'ai reçu un beau courriel, un beau témoignage d'une dame du nom de Michel Beauchesne qui veut nous raconter comment ça se passe pour ses parents en CHSLD. Madame Beauchesne, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. Bon, ben, parlez-nous donc de vos parents d'abord qui sont dans un CHSLD. Oui, ça me fait plaisir que vous me donnez cette possibilité-là. Alors, mes deux parents, ils ont 91 ans et ils résident au CHSLD de Laval. Ma mère depuis octobre et mon père, ça fait 2 ans. Et dans ce CHSLD-là, il n'y a aucun cas de COVID, il n'y a aucun employé manquant au poste. Alors, mes parents sont en confinement, comme vous le savez, comme tout depuis 5 semaines. Et mon père a eu 91 ans hier. Et pour eux, c'était important de célébrer cette fête-là parce qu'on peut pas être là, la famille peut pas être présente. Alors, ils ont fait un FaceTime et ils ont monté une table dans la chambre de mon père avec chacun un verre de vin, un beau petit gâteau, un ballon et tous les employés venaient faire le tour, puis ils les félicitaient, puis ils leur ont chanté bonne fête. Alors, c'était vraiment, vraiment émouvant. Nous, ça nous rassure parce que il y a des bons soins, il n'y a pas de cas, ils continuent de faire des activités, même s'ils sont en confinement. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment rassurant, surtout avec tout ce qu'on entend. Ben, moi, j'avais le goût de vous envoyer cette photo-là, puis de vous dire, il y a des endroits où ça va bien, puis il faudrait que ça se dise. Ben. Alors, un immense merci pour la présentation, puis de finir sur cette touche-là, excessivement touchante, là, c'est... Merci infiniment. Je pense que vous avez ému beaucoup de personnes aussi qui ont écouté vos 2 présentations. Là, on voit les commentaires. Tout le monde est très, 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 très touché. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Cécile, peut-être pour reprendre le fil de la conversation. Puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Puis j'ai vu que Daniel Fleury a déjà répondu à certaines demandes. Oui, merci Marie-Pascale. Alors, il y a eu plusieurs questions qui sont ressorties. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de cibler. On avait une question de Jean-Guillaume Marquis qui, si je me trompe pas, n'est plus présent. Donc, c'est moi qui vais poser la question. C'était par rapport à la présentation de Daniel Fleury où il disait que est-ce que les apprentissages effectués suite à cette initiative vont permettre d'envisager de poursuivre les travaux au-delà de la crise sanitaire, Covid ou pas Covid? C'est une excellente question. Oui, on va continuer à travailler là-dessus parce que je pense que c'est un must là, qu'on puisse le voir. Puis là, il y a la COVID, mais il y a toutes
toutes sortes d'autres choses qui se présentent. Alors, oui, on va construire là-dessus. Et là, je fais juste un aparté. Moi, j'ai visité Riviera, le centre Riviera, et ce qui est dit est vrai. C'est absolument extraordinaire. Merci, Daniel. On en a les larmes aux yeux, hein, c'est impressionnant là. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est le fait que, et puis il y a eu un commentaire qui a été fait dans le fil de discussion là, en disant mais quelle extraordinaire attention vous apportez aux familles comme étant aussi des usagers à part entière, hein, vraiment que ce soit un établissement comme le CHUM ou un CHSLD où effectivement on le comprend mieux, mais que le CHUM le considère aussi vraiment les proches comme étant aussi des personnes auxquelles il faut prendre soin au même titre que les patients. Ça, c'est vraiment remarquable. Je vois Marie-France là qui de Sainte-Justine. Vas-y, Cécile. Merci. En fait, c'est les patients qui sont les plus importants, mais un patient, c'est aussi sa famille, c'est aussi ses proches. Puis là, j'ai vu tout à l'heure que Marion Sassia, qui est en ligne, c'est un des membres ça, de l'équipe SCAF qui est là. Une autre question qui est ressortie, c'était par rapport au lien de l'initiative avec le comité des usagers. Je vais répondre, Lucie, puis après toi. De notre côté, le comité des usagers, les membres ont tous à peu près plus de 70 ans, donc ils étaient confinés eux-mêmes. Alors, on a fait ça par téléphone. Ils savaient qu'on faisait cette expérience-là, mais c'est vrai que ça a été moins accompagnant qu'on aurait pu le faire, mais c'est comme des choses qu'on avait discuté une première fois où je disais qu'il y avait des besoins, mais on le fait plus par téléphone que vraiment ensemble le suivre tout le temps. Pour nous, pour les centres d'hébergement, notre comité des usagers, ce sont beaucoup de nos usagers. Donc, on a pu leur parler directement sur le terrain. Et le fait de les faire participer dans des vidéos pour les familles, ben, je pense que c'était conforme à leurs attentes. Merci. Je vais peut-être prendre une dernière question ou sinon, si quelqu'un veut prendre la parole, mais j'avais aussi une question par rapport, est-ce que les étudiants en médecine seront informés de cette approche et si oui, de quelle manière? Oui, vous avez remarqué, celle-là, je n'ai pas répondu. Les étudiants en médecine, mais les étudiants en sciences infirmières, les étudiants, je pense que tous les étudiants, non, je n'ai pas trouvé la façon. On est une maison d'enseignement, je vais trouver une façon. Et si vous en avez des suggestions, faites-moi signe. C'est un excellent point, oui. Oui. Peut-être une dernière quand même, Cécile, puis après je vais faire une petite synthèse. Parfait. Je vais peut-être. On avait une question sur une question qui est ressortie là juste maintenant. Est-ce qu'il est prévu de reproduire la démarche dans différentes unités d'hébergement ou en milieu hospitalier, en disant que la démarche d'expérience client est primordiale, tant pour les clients et les familles? Je pense que pour nous, c'est évident qu'on veut continuer. Il va y avoir notre objectif présentement, c'est de revoir le parcours, mais chacune des étapes de façon spécifique, de ne pas le considérer comme global. Alors, on avait commencé en 2019 de regarder des éléments particuliers de l'étape fin de vie. On veut aussi regarder toute l'étape accueil du résident et de la famille, comment on peut bonifier les interventions qui sont faites dans cette étape-là du parcours. Moi, pour ce qui touche notre partie, mais je l'ai dit tout à l'heure, on a fait des choses, on a des petits outils, moi, je suis prête à ce qu'on partage ça parce que c'est chacun qui va y mettre sa sauce. Et je veux surtout qu'on en profite pour l'améliorer avec des idées des autres qui vont nous permettre probablement d'aller plus loin. Mais je pense que c'est ce qu'on veut faire là, c'est s'il y a partagé, on veut le regarder. Mais pour le répliquer ailleurs, ben, comme les gens le savent, mais il y a des gens qui ont fait des belles expériences autres, alors ça devrait combler. Je vais laisser Virgile dire un mot, puis après je vais faire le mot de la fin. Merci pour cette présentation vraiment
extraordinaire et j'ai beaucoup apprécié. Je me demandais, la question est plutôt à Marie-Pascale, de façon générale, est-ce que ça pourrait être intéressant de faire ce type de présentation en tandem, gestionnaire et usagers partenaires et famille? Tout à fait. Mais écoute, nous, on est beaucoup dans cet état d'esprit-là. Hein. On aime beaucoup quand il y a un duo. Je pense qu'on est tout à fait ouvert constamment à ce genre de choses. Ça s'est pas présenté aujourd'hui, mais je pense que les deux porte-paroles étaient suffisamment convaincantes, là, je pense, pour bien nous faire passer aussi le message des familles. Donc, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est une très très belle suggestion. Et je me permets donc de rebondir sur ce que a dit donc Madame Fleury. C'est que donc dans le cadre de la communauté de pratique, donc sur l'expérience et le partenariat avec les usagers et les proches, nous avons lancé une initiative qui s'appelle donc un livre blanc pour des expériences innovantes pour justement limiter les effets du confinement ou de toutes les mesures pour limiter les risques de contamination. Et je voudrais vraiment féliciter et remercier toutes les personnes qui ont déjà participé. On a plus d'une 40aine de fiches qui ont été remplies, qui émanent vraiment directement d'expériences qui ont été menées sur le terrain. Donc, Madame Fleury, vous avez une fiche qui va vous être soumise pour que vous puissiez nous aider à la bonifier. Mais on va quand même vous faire un petit bout du travail quand même, là. Pour que vous en ayez un petit peu moins. Et puis, Madame Gagnon, nous vous invitons aussi à réaliser une fiche avec cette très belle expérience et on va même vous en demander plusieurs parce qu'il y a plusieurs expériences qui ont été menées et qui sont excessivement intéressantes parce qu'on essaye de pas noyer les choses et vraiment que ce soit une initiative sur chacune des fiches qui est sur une page et demie. Et il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ce livre blanc qui sont ici autour de la table. Et l'idée, c'est que ça soit aussi un document évolutif, donc il n'est pas figé dans le temps. Il est aussi donc constamment remis, on va constamment avoir de nouvelles fiches et permettre à des personnes comme ça de pouvoir nous partager leur belle expérience. Et en première devant vous, je me permets de partager l'idée dans laquelle nous évoluons actuellement, mais voilà un peu ce que ça pourrait donner. Donc, les appels de courtoisie qui ont été réalisés pour les personnes hospitalisées au CHUM à l'Hôtel-Dieu. Vous voyez, on a un auteur, on a une modalité de réalisation, etc. Puis elles sont validées par les personnes qui sont en responsabilité par rapport à l'initiative. Donc, c'était juste vous donner un petit avant-goût. Et l'idée, c'est de pouvoir faire sortir ça à la fin du mois de septembre, pour faire en sorte que justement tout le réseau puisse en bénéficier et même au-delà du Québec. Et aussi la grande nouvelle, c'est que la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé trouve notre initiative entre guillemets géniale. Donc ils sont prêts même à le traduire en anglais et faire en sorte qu'on récupère aussi des fiches venant donc du Canada at large. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très 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 belle après-midi. Je vous remercie vraiment infiniment et en particulier nos deux magnifiques présentatrices qui nous ont pas vraiment montré à quel point on peut faire des très très belles choses et avec finalement pas beaucoup de moyens non plus, honnêtement. Là, franchement, là c'est assez remarquable et ça fait absolument toute la différence évidemment auprès de toutes les personnes et nous sommes tous de près ou de loin impactés par ce qui nous arrive. Donc, vraiment un grand merci pour cette contribution exceptionnelle. Très bon vendredi après-midi et puis surtout une très bonne fin de semaine. Au plaisir.